La pluie à Lyon a cette faculté de laver l'ambition d'une ville, ne laissant derrière elle qu'un éclat métallique et gris sur tout ce qu'elle touche. Pour Nathaniel Chevalier, un homme qui avait bâti un empire de plusieurs milliards d'euros sur de l'ambition pure et brute, ce crachin sans fin ressemblait à une insulte personnelle. Il était assis à l'arrière de sa Maybach, fixant les vitres zébrées de pluie, les gratte-ciel de la Pardieu se fondant en une aquarelle de promesses brisées. Une trahison récente au sein de son entreprise lui avait coûté cher, pas seulement en argent, mais en confiance. Il était à la dérive. Il ordonna à son chauffeur de s'arrêter au premier endroit qui vendait du café, n'importe lequel. Cela n'avait pas d'importance. Il atterrit dans un modeste bistrot ouvert 24 heures sur 24, un lieu qui sentait le graillon et le regret. Et c'est là, sous la lumière vacillante des néons, qu'il la vit, une serveuse fatiguée, un stylo bon marché et une simple serviette en papier qui était sur le point de changer le monde. Nathaniel, ou Nat pour les intimes, sentit le froid humide de Lyon s'infiltrer jusqu'à ses os, une sensation qu'aucune épaisseur de laine italienne sur mesure ne pouvait repousser. Ce n'était pas seulement la météo. C'était une froideur qui avait pris racine au plus profond de lui au cours des 6 derniers mois. Depuis le cocon de cuir cossu de sa Maybach 62S, il regardait les lumières de la ville baver les unes sur les autres sous l'averse incessante. Chaque goutte qui glissait sur la vitre lui semblait être le tic-tac d'une horloge, égrenant les secondes de sa propre pertinence qui s'estompaient. Son entreprise, Chevalier Innovation, un titan dans le monde de la robotique avancée et de la logistique par IA, se vidait de son sang. Pas une blessure béante, mais une lente hémorragie interne causée par le seul homme en qui il avait une confiance implicite, Gédéon Valois, son ancien directeur des opérations, son protégé, son ami. Gédéon était parti il y a 3 mois, et 2 mois plus tard, une entreprise rivale, Apex Dynamics, avait miraculeusement lancé une gamme de produits qui reflétait le projet top secret de Chevalier, le projet Chimère, avec une précision déconcertante. Les avocats se régalaient, mais Nat savait que prouver le vol serait une longue et sale guerre d'usure. Cette trahison l'avait vidé, ne laissant derrière lui qu'une coquille de cynisme. Le feu qu'il avait autrefois propulsé de bricoleur de garage à magnate, dont le nom était chuchoté avec révérence à la Bourse de Paris, s'était réduit à une veilleuse vacillant dangereusement près de l'extinction. « Arrêtez-vous ici, Franck », dit Nat, la voix plate. Franck, son chauffeur depuis 15 ans, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, le front plissé. « Monsieur, c'est le relais bleu. Êtes-vous certain? Je peux faire livrer un repas 5 étoiles aux Pantouzes en 20 minutes. J'en suis certain, coupa Nat. Je veux du café. Du mauvais café. Le genre qui a le goût de la déception. Ça me semble approprié. » Franck soupira, mais obéit, manœuvrant expertement la limousine jusqu'au trottoir devant l'établissement délabré. L'enseigne au néon au-dessus de la porte grésillait, l'ampoule du R de relais étant grillée, ce qui donnait à lire « et les bleus ». Nat faillit sourire. Il était en effet tard dans sa carrière, tard dans sa foi en l'humanité. Il sortit, ignorant le parapluie que Franck lui tendait, et laissa la pluie plaquer ses cheveux sombres parsemés de fils d'argent sur son front. L'intérieur du bistrot était une agression pour les sens. L'air était épais d'une odeur de café rassis, de lard grésillant et d'eau de javel. Une poignée de clients étaient dispersés dans les banquettes en vinyle craquelé, 2 routiers attablés devant des tasses fumantes, un étudiant solitaire penché sur un manuel, et une femme qui regardait par la fenêtre, son visage un masque de contemplation lasse. Les lumières fluorescentes fredonnaient, un bourdonnement monotone. Nat se glissa dans une banquette près de la fenêtre, le vinyle froid et fissuré contre le dos de son costume coûteux. Il n'avait rien à faire ici, et chaque âme dans cet endroit le savait. Il était un extraterrestre tombé d'un monde de batailles de conseils d'administration et de jets privés dans ce microcosme de survie quotidienne. Une serveuse s'approcha, ses pas lourds de fatigue. Elle semblait avoir la fin de la vingtaine, avec des yeux intelligents et fatigués de la couleur de la mousse. Ses cheveux bruns étaient tirés en une queue de cheval désordonnée et son uniforme, une robe bleue délavée avec un tablier blanc, était propre mais usé. Son badge indiquait « Élise ». « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais claire, dépourvue de la gaieté forcée à laquelle il était habitué. « Un café. Noir », dit Nat, son regard retournant vers la fenêtre. Elle hocha la tête, revenant quelques instants plus tard avec une épaisse tasse en céramique blanche remplie d'un liquide sombre et fumant. L'odeur était exactement comme il avait prédit, amère et sans inspiration. Il prit une gorgée. Parfait. Il passa les 20 minutes suivantes simplement assis là, laissant l'ambiance pathétique du lieu l'envahir. Il était un roi en exil, observant la vie de ses anciens sujets. Il regarda le cuisinier retourner expertement des crêpes, les routiers débattre des prix du carburant, l'étudiant surligner des passages avec une concentration féroce et pleine d'espoir. Et il regarda Élise. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui témoignait de longues heures et de pieds endoloris.
Elle remplissait les cafés, débarrassait les assiettes et prenait les commandes avec une efficacité tranquille. Mais pendant une accalmie, elle s'appuya contre le comptoir, sortit un stylo de son tablier et attrapa une serviette en papier bon marché. Un instant, Nat supposa qu'elle prenait une commande ou écrivait une liste de courses. Mais ensuite, il vit sa main bouger. Ce n'était pas de l'écriture. C'était du dessin. Ces mouvements n'étaient pas les gribouillis oisifs d'une travailleuse qui s'ennuie. Ils étaient précis, délibérés. Des lignes se croisaient à des angles spécifiques. Des arcs étaient dessinés d'une main sûre et confiante. Elle faisait une pause, le front plissé par la concentration, le regard lointain, comme si elle voyait quelque chose bien au-delà des murs crasseux du bistrot. Elle ajoutait ensuite un petit groupe de symboles, presque comme une annotation mathématique, avant de continuer. Nat, un homme dont toute la fortune reposait sur des schémas, des plans et des organigrammes, sentit une lueur de curiosité oubliée. C'était la même sensation qu'il éprouvait dans son garage, en regardant un circuit imprimé complexe, un puzzle attendant d'être résolu. Que dessinait-elle? Cela ressemblait à une carte, mais une carte étrange. Il n'y avait ni route, ni repère qu'il pouvait reconnaître. C'était plus géologique, une série de cercles concentriques reliés par des lignes rayonnantes avec des glyphes étranges marquant certaines intersections. Cela ressemblait presque à une carte de contour souterraine, mais avec un élément de processus, un flux. Il la vit taper du stylo sur un point précis de la serviette, puis dessiner une spirale menant vers le bas, l'annotant avec ce qui ressemblait à des valeurs de pression et de température. La précision quasi scientifique des symboles griffonnés sur une serviette fragile était déconcertante. C'était le langage de la physique, de l'ingénierie. C'était son langage. Un appel du cuisinier pour une commande interrompit sa concentration. Elle cligna des yeux, plia rapidement la serviette et la glissa dans la poche de son tablier avant de se dépêcher d'aller chercher les assiettes. Nat était abasourdi. Ce n'était pas un gribouillis. C'était un schéma très complexe. Les symboles, la disposition, tout suggérait un système, un processus d'une puissance et d'une précision immense. Il pouvait presque le voir, une méthode de forage ou d'extraction, mais différente de tout ce qu'il avait jamais vu. Les lignes rayonnantes suggéraient une dispersion thermique. Les cercles concentriques, des strates lithosphériques. Était-ce pour le pétrole, le gaz? Non. Les gradients de température qu'elle notait étaient trop élevés. Les pressions trop spécifiques. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. Il se redressa, la léthargie qui s'était accrochée à lui depuis des mois commençant à se dissiper, remplacée par une décharge d'adrénaline qu'il n'avait pas ressentie depuis l'introduction en bourse de son entreprise. Dans la poche du tablier d'une serveuse fatiguée, dans un bistrot délabré de Lyon, il était sûr qu'il venait de voir l'ébauche d'une idée. Une très grande idée. Il attendit. Il commanda un autre café, puis un autre. Il la regarda travailler, l'intensité tranquille revenant sur son visage chaque fois qu'elle avait un moment de libre pour sortir la serviette et ajouter une autre ligne, un autre symbole. Il se sentait comme un archéologue qui venait de tomber sur une pierre de rosette au milieu d'un désert. Finalement, alors que le bistrot commençait à se vider et que les premières lueurs de l'aube menaçaient de diluer la grisaille de la ville, son service se termina. Elle dénoua son tablier, le suspendit à un crochet et échangea quelques mots discrets avec le gérant de nuit. Elle enfila une veste usée et se dirigea vers la porte. La précieuse serviette toujours en sécurité dans sa poche. C'était son moment. Le cynisme, la paranoïa née de la trahison de Gédéon lui hurlaient de laisser tomber. Ce n'était probablement rien. Elle était probablement une excentrique. Mais l'ingénieur en lui, le bâtisseur, l'innovateur qui était en sommeil depuis si longtemps, refusa de rester silencieux. Il laissa un billet de 100 € sur la table pour une addition de 6 €, se leva et la suivit sous la pluie. « Excusez-moi » lança-t-il, sa voix résonnant plus fort qu'il ne l'avait prévu dans la rue calme. « Élise » Elle s'arrêta et se retourna, sa main se portant instinctivement à la poche de sa veste. Son visage était sur la défensive, méfiant. Sous la faible lumière d'un lampadaire, il pouvait voir la fatigue profonde autour de ses yeux, mais aussi une intelligence vive qui était maintenant entièrement concentrée sur lui. « Je vous connais » demanda-t-elle, le ton prudent. Elle était prête à fuir. « Non, mon nom est Nathaniel Chevalier » dit-il en tendant la main. Elle ne la prit pas. Ses yeux se plissèrent légèrement, une lueur de reconnaissance en eux. Le nom Chevalier était synonyme de technologie et de richesse à Lyon. Il était sur des bâtiments, dans les journaux télévisés, sur les lèvres des ambitieux et des envieux. Sa posture se raidit. Un homme comme lui abordant une femme comme elle dans une rue sombre à 5 heures du matin signifiait rarement quelque chose de bon. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix devenant froide. Nat baissa la main, réalisant son erreur. Il fallait une approche différente. La serviette,
dit-il simplement. Dans votre poche. Je suis ingénieur. Ce que vous dessiniez, ce n'est pas juste un gribouillis, n'est-ce pas? Son visage devint blême. Toute la lassitude disparut, remplacée par une peur crue et primale. Sa main se serra sur sa poche. Je ne vois pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, dit Nat, sa voix plus douce maintenant, plus sincère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les gradients thermiques qui s'intersectent, l'application de la résonance en réseau phasé pour fracturer la roche souterraine. Vous modélisez un système géothermique en boucle fermée, mais à une échelle que je n'ai jamais vue envisager. Vous ne vous contentez pas de puiser de la chaleur, vous créez une cascade thermique auto-entretenue. Ai-je tort? Élise le dévisagea, la bouche légèrement entr'ouverte. Il n'avait pas seulement vu son dessin. Il l'avait compris. Il avait parlé son langage. La peur dans ses yeux était maintenant mêlée à un choc total. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. « Je vous l'ai dit. Je suis ingénieur, » répondit Nat, la pluie dégoulinant de son menton. « Et je pense que vous venez de dessiner une carte vers l'avenir de l'énergie. Un plan qui ne vaut pas des millions, mais des milliards. Et je veux vous aider à le construire. » L'air entre eux crépitait de tension, plus épais que le brouillard matinal qui montait de la Saône. L'esprit d'Élise était un tourbillon d'incrédulité et de suspicion. Nathaniel Chevalier. Le Nathaniel Chevalier, ici, lui parlant. Il n'avait pas seulement vu sa serviette. Il en avait disséqué les principes fondamentaux avec une aisance brillante qui était à la fois terrifiante et gratifiante. Pendant des années, les théories de son père et ses extrapolations ultérieures avaient été une obsession solitaire, un langage secret qu'elle ne parlait à personne. L'entendre soudainement traduit et répété par un étranger, un titan de l'industrie qui plus est, ressemblait à une violation. « Vous vous trompez », dit-elle, sa voix retrouvant une parcelle de sa froideur antérieure. Elle recula d'un pas. « Ce ne sont que des bêtises. Des idées avec lesquelles je joue. Les bêtises n'impliquent pas de calculer les instabilités de Kelvin-Helmholtz aux frontières lithosphériques, contre Nat, les yeux fixés sur les siens. Il ne se moquait pas d'elle. Il la mettait au défi. Ce n'est pas un jeu. C'est une solution. Une solution à un problème dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Sa voiture noire ronronnait près du trottoir comme une panthère patiente, symbole frappant du gouffre qui séparait leur monde. Il appartenait à un monde de pouvoir sans effort, un monde qui avait mâché et recraché des hommes bien plus forts que son père. Des hommes comme son père. « Je dois y aller », dit-elle en se tournant pour s'éloigner, son cœur martelant contre ses côtes. C'était dangereux. L'espoir, elle l'avait appris, était la drogue la plus dangereuse de toutes. « Attendez », cria Nat, faisant un pas vers elle. « Élise, s'il vous plaît. Parlons juste. 5 minutes. Laissez-moi vous offrir un vrai café, pas cette lavasse qu'ils servent là-dedans. » Il fit un geste vers le bistrot. « Ma voiture est chaude. On peut juste s'asseoir. »« Je veux juste comprendre. » Il y avait dans sa voix un plaidoyer brut, non poli, qui transperça ses défenses. Ce n'était pas le charme suave des prédateurs d'un homme puissant habitué à obtenir ce qu'il veut. C'était l'excitation frénétique d'un créateur qui venait d'entrevoir quelque chose de beau et de nouveau. Elle connaissait ce regard. Elle le voyait dans son propre reflet, parfois tard dans la nuit, lorsqu'elle était plongée dans les équations de son père. Hésitante, elle s'arrêta. Elle regarda son costume trempé, la sincérité dans ses yeux qui semblaient lutter contre les profondes rides de cynisme gravées autour d'eux. Que avait-elle à perdre? Son travail au SMIC, son petit appartement glacial rempli des livres poussiéreux de son père et de factures impayées. Sa fierté était tout ce qui lui restait. Mais peut-être, juste peut-être, ne s'agissait-il pas de sa fierté. Il s'agissait de l'héritage de son père. Avec une profonde inspiration qui ressembla à un acte de foi, elle hocha la tête sèchement. 5 minutes. L'intérieur de la Maybach était comme entré dans une autre dimension. L'odeur de cuir riche et de bois poli remplaça la crasse humide de la ville. Le silence était absolu, les isolant du monde extérieur. Frank, le chauffeur, leva discrètement la vitre de séparation. Nat ne parla pas tout de suite. Il laissa le silence s'installer, lui permettant de s'acclimater. Il la regarda serrer son sac usé sur ses genoux, un contraste frappant avec l'environnement opulent. « Mon père était géologue », commença Élise, sa voix peine un murmure. Le docteur Robert Dubois. Il a enseigné à l'université Claude Bernard pendant un certain temps. Il avait des théories. Il pensait que la compréhension conventionnelle de l'énergie géothermique était d'une timidité risible. Il disait que c'était comme siroter au bord d'un volcan alors qu'on pourrait exploiter l'étoile au centre de notre propre planète. Nat écoutait, son attention absolue. Il hocha lentement la tête. Une cascade thermique. C'est ce que j'ai vu dans votre dessin.
Il ne s'agit pas seulement de forer jusqu'à un point chaud. Vous proposez de créer un point chaud, un point auto-entretenu. Il appelait ça le point de cascade, confirma Élise, une lueur de fierté dans les yeux. Il a théorisé que dans des conditions géologiques spécifiques, on pouvait utiliser une résonance sismique focalisée pour créer des microfractures dans la roche profonde surchauffée. On injecte ensuite un fluide propriétaire. C'était son principal problème non résolu, qui se vaporiserait instantanément et se dilaterait, fracturant davantage la roche. Cela créerait une boucle de rétroaction. Plus de fractures, plus de surface, plus de transfert de chaleur. La production d'énergie ne serait pas linéaire. Elle serait exponentielle. Une seule centrale pourrait alimenter une ville comme Lyon. Elle parlait avec une passion tranquille qui la transformait. La serveuse fatiguée disparut et à sa place se trouvait une brillante scientifique, une fille qui canalisait le rêve de son père. Mais il a été ridiculisé, continua-t-elle, sa voix se durcissant. Ses articles ont été rejetés. Ses pairs l'ont traité de fantaisiste. Il a perdu son poste, ses financements, tout. Il ne pouvait pas résoudre la dynamique des fluides, et il ne pouvait pas prouver le ciblage par résonance sans une modélisation et une technologie de capteur incroyablement sophistiquée, une technologie qui n'existait pas à son époque. L'esprit de Nat tournait à plein régime. Il pouvait le voir. La technologie des capteurs, la modélisation en temps réel, Chevalier Innovation avait développé des systèmes similaires pour les réseaux de communication spatiale profonde. La science des matériaux pour les composants de forage, son projet Chimère, avait par inadvertance déjà résolu la moitié de ses problèmes. Tout était là. Les pièces étaient dispersées dans différentes industries, différents laboratoires, mais elle et son père avaient fourni le plan pour les assembler. « Et vous » demanda doucement Nat. « Vous n'êtes pas seulement une géologue ?»« Je l'étais, dit-elle, une ombre passant sur son visage. Je préparais mon doctorat en physique de l'ingénieur à l'école polytechnique. Mais il est tombé malade. Je suis rentré à la maison pour m'occuper de lui. Les frais médicaux, ils se sont accumulés. Après son décès, il ne restait plus rien qu'une montagne de dettes et un garage rempli de ses recherches. Alors, j'ai pris un travail au bistrot pour garder un toit au-dessus de la tête de ma sœur et de la mienne. La mention d'une sœur ajoutait une autre couche de complexité. Une autre raison de son secret féroce et protecteur. La serviette, suggéra Nat. Ce que vous avez ajouté, c'est la clé, n'est-ce pas? Vous avez résolu la partie qu'il ne pouvait pas résoudre. Élise croisa enfin son regard, le sien brillant d'une intelligence féroce. Le fluide était la mauvaise piste. Il était géologue, il pensait à ce qu'il fallait mettre dedans. Je suis ingénieur. J'ai pensé au contenant. Le problème n'est pas le fluide. C'est la tête de forage. Vous n'avez pas besoin d'un fluide spécial si le forage lui-même peut générer et supporter l'impulsion de plasma phasé nécessaire pour initier la fracturation. C'est un problème de science des matériaux et de direction de l'énergie. La voilà. La révélation à 1 milliard, non, à 1000 milliards d'euros. C'était élégant, brillant et totalement audacieux. Nat ressentit un frisson qu'il n'avait pas connu depuis plus d'une décennie. C'était plus grand qu'un logiciel de logistique. C'était plus grand que la robotique. Cela pouvait fondamentalement altérer le paysage géopolitique. C'était de l'énergie propre, illimitée. C'était le Saint Graal. « Je veux financer ça, Élise, dit-il, sa voix chargée d'une énergie nouvelle. Pas seulement le financer. Je veux le construire avec vous. Nous allons créer une nouvelle entreprise. Vous ne serez pas une employée. Vous serez une partenaire, une fondatrice. Nous vous donnerons une participation majoritaire, tout ce que vous voulez. Je fournirai les laboratoires, les ingénieurs, le capital, tout ce dont vous avez besoin pour rendre cela réel. » Élise le dévisagea, son esprit luttant pour traiter l'ampleur de son offre. Une participation majoritaire, une fondatrice. C'était un fantasme absurde. Les gens comme elle ne recevaient pas d'offres comme celle-ci. Ils se faisaient voler leurs idées par des gens comme lui. La trahison qu'il avait mentionnée, Gédéon Valois. L'histoire avait fait la une des journaux économiques. S'il pouvait être trahi par son ami le plus proche, pourquoi devrait-elle, une parfaite inconnue, lui faire confiance? Pourquoi? Demanda-t-elle, sa voix teintée de la suspicion qui avait été sa compagne constante pendant des années. Pourquoi moi? Vous êtes Nathaniel Chevalier. Vous pourriez engager une centaine de docteurs de l'INSEAD demain. Pourquoi donner à une serveuse une participation majoritaire dans une entreprise qui pourrait valoir des milliers de milliards? Nat se pencha en arrière, le cuir craquant. Il regarda par la fenêtre le matin gris de Lyon, son reflet une image fantomatique superposée à la ville qu'il avait conquise. Parce que depuis 6 mois, je préside une entreprise qui ressemble à un tombeau, dit-il,
sa voix basse et confessionnelle. J'ai géré des actifs, mené des procès et compté de l'argent. J'ai oublié ce que c'était que de construire quelque chose, de voir une étincelle et de vouloir l'attiser pour en faire une étoile. Ce dessin sur votre serviette. C'est la première chose qui m'a fait me sentir à nouveau ingénieur, et pas seulement PDG. Il se retourna vers elle, son regard intense. Je n'ai pas seulement besoin de votre idée, Élise. J'ai besoin de votre étincelle. Les docteurs de l'X peuvent être embauchés. Ils feront le travail. Mais ils n'ont pas ça. C'est l'héritage de votre père et votre génie combiné. Ce n'est pas quelque chose que je peux acheter. Il faut que ce soit donné. Il faut un partenariat. Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Je ferai rédiger un contrat. Mes avocats personnels, pas ceux de l'entreprise. Vous pourrez le faire examiner par n'importe quel conseil indépendant du pays, à mes frais. Je vous verserai un salaire à partir d'aujourd'hui. Ce qui signifie que vous n'aurez plus jamais à mettre les pieds dans ce bistrot. Je m'occuperai des besoins de votre sœur. Tout ce que je demande, c'est que vous veniez à mon bureau demain. Écoutez-moi. Voyez les ressources que je peux offrir. Si vous dites non, je m'en irai et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vous donne ma parole. L'esprit d'Élise était un champ de bataille. Chaque instinct criait que c'était un piège, mais chaque fibre de son être, la partie d'elle qui avait trimé sur le travail de son père, la partie qui rêvait de le venger, aspirait à dire oui, à voir ses théories prendre vie, à avoir enfin les ressources pour résoudre complètement le puzzle. Elle regarda la serviette, dont elle pouvait sentir le contour à travers le tissu de sa poche. Ce n'était qu'un morceau de papier fragile, mais il contenait une promesse. Une promesse désespérée, terrifiante, magnifique. « D'accord, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Je viendrai. » La tour Chevalier était un éclat de verre et d'acier qui perçait le ciel lyonnais, un monument à une vision singulière et implacable. Quand Élise sortit de la voiture noire que Franck avait envoyée pour elle, elle ressentit une vague d'intimidation si profonde qu'elle était presque physique. La veille, elle servait des œufs au plat à des routiers. Aujourd'hui, elle entrait dans le centre névralgique d'un empire technologique. Elle portait les meilleurs vêtements qu'elle possédait, une simple robe noire et un gilet, mais elle se sentait aussi visible que si elle avait porté son uniforme de bistrot. Nat la rejoignit non pas dans le grand hall, mais à une batterie d'ascenseurs privés. Il était vêtu d'un simple pull foncé et d'un pantalon, un choix délibéré pour la mettre à l'aise. « J'ai pensé que nous pourrions sauter le théâtre d'entreprise, » dit-il avec un petit sourire. « Le dernier étage est mon atelier et laboratoire de recherche privé. Très peu de gens y ont accès. C'est là que je me salis encore les mains. » L'ascenseur monta avec une vitesse silencieuse qui noua l'estomac. Les portes s'ouvrirent directement sur un espace qui coupa le souffle à Élise. Ce n'était pas un bureau. C'était une cathédrale de la création. Un mur était une baie vitrée allant du sol au plafond, offrant une vue divine sur la ville et le confluent du Rhône et de la Saône. Le reste de l'espace était un chaos contrôlé d'écrans holographiques, d'imprimantes 3D de la taille d'établi, de bras robotiques montés sur des rails au plafond et de tableaux blancs couverts d'équations complexes. L'air vibrait de la puissance tranquille d'immenses ressources informatiques. « Bienvenue dans l'atelier », dit Nat. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Élise ressentit un sentiment d'appartenance. C'était un langage qu'elle comprenait. C'était le paradis. Pendant les 2 heures suivantes, ils ne parlèrent ni de contrat ni d'entreprise. Ils parlèrent de science. Nat n'était plus un PDG milliardaire. Il était un confrère ingénieur. Son esprit était vif et incisif. Il afficha des schémas sur un vaste écran holographique, lui montrant des alliages de forage avancés et des ensembles de capteurs que ses équipes avaient développés à des fins entièrement différentes. Nous avons développé ce radar à pénétration de sol pour des levées miniers sur astéroïdes, expliqua-t-il en manipulant un modèle 3D d'un satellite. Mais si nous recalibrons la fréquence et augmentons la puissance, il pourrait nous donner une carte en temps réel de la propagation des fractures que vous avez décrites. Nous pourrions voir le point de cascade au moment où il se produit. Élise, perdant toute son appréhension antérieure, s'avança et commença à modifier l'hologramme avec ses mains, suggérant des ajustements au réseau de capteurs. « Si vous pouviez intégrer un vélocimètre Doppler, » dit-elle, sa voix remplie d'excitation, « nous pourrions non seulement voir les fractures, mais aussi mesurer la vitesse de la réaction de changement de phase à l'intérieur. Nous pourrions contrôler la boucle de rétroaction. » Nat la dévisagea, un regard de profond respect sur son visage. « Bien sûr, » murmura-t-il. « Brillant. » La dernière pièce du puzzle était la recherche de son père. Elle l'avait apporté avec elle, un disque dur externe cabossé contenant des décennies de données géologiques, de simulations et de notes. La plupart sont des données brutes, expliqua-t-elle. Il a collecté des relevés sismiques du monde entier. La clé est un fichier maître, sa théorie unifiée finale, mais il est lourdement crypté.
Il était paranoïaque à la fin. Je n'ai jamais réussi à le craquer. Nat la conduisit à un terminal. Branchons-le. Ils passèrent 1 heure à exécuter des algorithmes de décryptage sur le fichier. La sécurité du disque était redoutable, un labyrinthe de cryptage imbriqué qui déjoua même les outils avancés à la disposition de Nat. Il ne voulait vraiment pas que quiconque y entre, songea Nat, en regardant les lignes de tentatives infructueuses défiler. Il doit y avoir une clé, quelque chose de personnel. Le front d'Élise se plissa de réflexion. Il fredonnait toujours de vieilles chansons, et il adorait la poésie, surtout Baudelaire, mais aucune de ses phrases préférées n'a fonctionné comme mot de passe. Elle fit une pause, ses yeux s'écarquillant. Attendez, la serviette. Elle sortit la serviette pliée de son sac. Nat avait été si concentré sur le schéma qu'il n'avait pas prêté beaucoup d'attention aux autres petits gribouillis dans les marges. Ce n'est pas juste un dessin, dit Élise en l'étalant. C'est un mnémonique. Regardez, elle montra une série de lettres et de chiffres apparemment aléatoires notés près d'un des glyphes. SP4V12. Spleen et idéal, poème 4, vers 12. Je suis un cimetière abhorré de la lune. Et celui-ci, elle en montra un autre. C'est une notation musicale, la barre d'ouverture d'une gymnopédie de Satie qu'il adorait. C'était une clé en plusieurs parties, un chiffre caché à la vue de tous, liant ses diverses passions. Un par un, ils identifièrent les indices sur la serviette et reconstituèrent le mot de passe. C'était une longue chaîne de caractères complexes dérivés de la poésie, de la musique et d'une coordonnée géologique spécifique au Mont Blanc. Élise le tapa. Il y eut une pause, puis un seul mot apparut à l'écran, accès accordé. Une arborescence de fichiers s'épanouit, remplie de centaines de dossiers. En haut se trouvait un seul document intitulé « Projet Prométhée final ». « C'est ça », murmura Élise, la voix étranglée par l'émotion. Nat cliqua dessus pour l'ouvrir. L'écran se remplit de textes, d'équations et de cartes géologiques bien plus détaillées que tout ce qu'elle avait dessiné. C'était le chef-d'œuvre de son père. Mais alors qu'il parcourait les pages d'introduction, un nom dans la section des remerciements glaça le sang de Nat. Et des remerciements particuliers à mon alors protégé, Gédéon Valois, dont le travail initial sur la modélisation des applications d'entreprise, bien qu'ultimement diverge de l'éthique fondamentale du projet, a fourni une perspective précieuse, bien que mise en garde. Élise vit Nat se figer. Elle suivit son regard jusqu'à l'écran. Gédéon Valois, lut-elle à haute voix, comme dans votre Gédéon Valois. L'air dans le laboratoire devint soudainement rare et froid. Le fantôme dans la machine avait un nom. Nat se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. La vue sur la ville semblait se moquer de lui. Il n'a jamais dit un mot, dit Nat, sa voix dangereusement calme. Il est venu me voir il y a 10 ans, un brillant diplômé de l'INSEAD avec une mineure en géologie. Il a dit qu'il voulait travailler dans la technologie appliquée. Je l'ai engagé. Je l'ai formé. Je lui ai fait confiance. Il se retourna, son visage un masque de fureur froide et d'horreur naissante. Il savait. Il devait connaître le travail de votre père depuis le début. Quand il m'a rejoint, il a dû voir que Chevalier Innovation développait exactement les technologies, les capteurs, les matériaux, l'IA nécessaires pour rendre cela possible. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter avec une force écœurante. Gédéon ne volait pas seulement le projet Chimère, réalisa Nat à voix haute. Chimère n'était qu'un composant, une clé. Il jouait un jeu beaucoup plus long. Il n'essayait pas de construire une meilleure entreprise de logistique. Il essayait d'acquérir les pièces manquantes pour débloquer la recherche de votre père. Élise sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Elle se souvint de conversations avec son père, de son amertume envers un jeune étudiant prometteur qui, selon lui, avait tenté de commercialiser ses recherches prématurément, de les vendre à des sociétés énergétiques avant qu'elles ne soient prouvées sûres. Il ne l'avait jamais nommé, mais ça devait être Gédéon. Gédéon n'avait pas seulement trahi Nat. Il tournait autour de l'héritage de son père depuis plus d'une décennie, attendant que la technologie rattrape son retard. Et maintenant, il avait quitté Chevalier Innovation pour rejoindre Apex Dynamics, une entreprise ayant des liens profonds avec le secteur de l'énergie traditionnelle. Il ne se contentait pas de rivaliser avec Nat. Il se préparait à lancer sa propre version du projet Prométhée. Il n'a pas la clé finale, dit Élise, sa voix ferme, sa peur se transmutant en une détermination d'acier. Il a peut-être les premières données, mais il n'a pas les équations du point de cascade. Il n'a pas la conception de la tête de forage à plasma. Tout ça a été dans ma tête et sur cette serviette. Nat la regarda, puis le disque dur, puis l'incroyable machinerie qui les entourait. La bataille d'entreprise venait de devenir intensément personnelle. Il ne s'agissait plus seulement de venger son père ou de rallumer la passion de Nat. C'était une course.
Une course contre un ennemi impitoyable, intelligent et prévenu qui savait exactement ce qu'ils essayaient de construire. Alors nous devons aller plus vite, dit Nat, la fureur froide dans ses yeux s'enflammant en une flamme blanche et ardente. Et nous devons travailler dans l'ombre. À partir de cet instant, le projet Prométhée est le secret le plus important au monde, et Gédéon ne doit pas découvrir que nous vous avons. L'accord de partenariat signé semblait plus lourd qu'un bloc de plomb dans les mains d'Élise. C'était un document en béton armé, rédigé par l'avocate personnelle la plus fiable de Nat, une femme redoutable nommée Marianne Lefebvre, qui avait interrogé Élise pendant 2 heures, non pas comme une suspecte, mais comme une reine potentielle dont elle devait s'assurer qu'elle était prête pour la couronne. Le contrat accordait à Élise une participation majoritaire de 51% dans leur nouvelle entreprise, encore sans nom. Il prévoyait également un fonds fiduciaire pour sa jeune sœur Sophie, qui couvrirait ses besoins médicaux importants pour le reste de sa vie. D'une seule signature, le poids écrasant du désespoir financier qui avait défini toute la vie adulte d'Élise fut levé. Mais il fut remplacé par un nouveau poids, la pression de la course. Nat agit avec la vitesse et la précision d'un commandant militaire. « On ne peut pas faire ça ici », déclara-t-il le premier jour. Gédéon connaît ce bâtiment. Il connaît ses systèmes, ses gens. Il a probablement encore des portes dérobées numériques. En 48 heures, il avait sécurisé leur nouvelle base d'opération. C'était une usine de fabrication aérospatiale désaffectée au sud de la ville, un vaste entrepôt anonyme appartenant à une société écran qu'il contrôlait. C'était une installation fantôme, effacée des registres publics. Un endroit parfait pour construire une révolution en secret. Nat sélectionna une équipe squelette de 5 ingénieurs de Chevalier Innovation, des hommes et des femmes qu'il avait personnellement embauchés au fil des ans et dont la loyauté était hors de tout soupçon. Il leur dit que c'était un projet secret, une entreprise à haut risque et à haute récompense dans un nouveau domaine. Il leur offrit le triple de leur salaire et une participation dans la nouvelle société. Aucun d'eux n'hésita. Ils se baptisèrent l'Initiative Hélios. La vie d'Élise se transforma du jour au lendemain. Elle quitta son appartement exigu pour un appartement sécurisé et confortable que Nat avait arrangé. Sophie fut transférée dans un établissement médical privé de premier ordre, ses soins supervisés par les meilleurs spécialistes du pays. Mais Élise passait peu de temps dans sa nouvelle maison. Ses jours, et la plupart de ses nuits, se passaient à l'entrepôt, un espace caverneux qui bourdonnait maintenant d'un but renouvelé. Le dessin de la serviette et le disque dur de son père étaient leur Bible. Il travaillait dans une salle sécurisée et doublée de plomb que Nat appelait le coffre-fort. Son réseau était complètement isolé du monde extérieur. Élise, non plus serveuse mais directrice scientifique, était dans son élément. Elle traduisait le travail théorique dense de son père en spécifications d'ingénierie pratique, son esprit volant, reliant les points, résolvant des problèmes qui n'avaient existé qu'en théorie. Les ingénieurs, d'abord curieux de la nouvelle patronne, furent rapidement impressionnés par sa compréhension intuitive de la physique et ses solutions élégantes aux défis mécaniques complexes. Nat, de son côté, s'occupait de la logistique, des achats et de la défense. Il devint un maître de la désinformation, divulguant de fausses informations par des canaux qu'il soupçonnait Gédéon de surveiller, suggérant qu'il redoublait d'efforts dans une nouvelle entreprise d'IA. Il s'approvisionnait en matériaux via un labyrinthe de fournisseurs tiers, s'assurant qu'aucune entreprise ne pouvait reconstituer ce qu'il construisait. Une tête de forage prototype, le forage Prométhée. Mais Gédéon Valois n'était pas un imbécile. C'était un prédateur, et il pouvait sentir sa proie. Le premier signe de problème fut subtil. Un de leurs fournisseurs clés pour un composite de carbure de tungstène spécialisé tripla soudainement son prix et repoussa la date de livraison de 6 mois, citant un accord de fabrication exclusif avec un nouveau client non nommé. Nat, grâce à ses contacts, confirma rapidement ses soupçons. Le client était une filiale d'Apex Dynamics. Gédéon essayait de les priver de ressources. La réponse de Nat fut rapide. « Si nous ne pouvons pas l'acheter, nous le fabriquerons », déclara-t-il. Il dépensa 20 millions d'euros du jour au lendemain pour acquérir et transporter par avion une imprimante 3D métallurgique de pointe depuis un laboratoire en Allemagne. En une semaine, ils fabriquaient leur propre alliage supérieur en interne. Les attaques s'intensifièrent. Une vague de mails de phishing sophistiqués cibla leurs 5 ingénieurs, tentant d'installer des logiciels espions sur leurs appareils personnels. L'un des ingénieurs, un jeune programmeur talentueux nommé Benoît, faillit tomber dans le piège avant que les protocoles de sécurité de Nat ne signalent la tentative. C'était un rappel brutal qu'ils étaient chassés. Le bilan psychologique commença à se faire sentir. L'équipe travaillait sous un nuage de paranoïa, leurs téléphones enfermés, leurs communications surveillées. Élise se surprenait à regarder constamment par-dessus son épaule. Elle faisait des cauchemars où Gédéon, son visage un masque lisse et souriant, entrait dans l'entrepôt et prenait le disque dur de son père. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans le coffre-fort,
son téléphone portable personnel, un nouveau téléphone prépayé bon marché, sonna. C'était un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à répondre. Élise Dubois. Une voix suave et confiante dit. C'était Gédéon. Son sang se glaça. Comment avez-vous eu ce numéro? Trouver des choses, c'est mon métier, dit-il, son ton désinvolte, presque amical. Je suis impressionné. Vraiment. Vous associez à un roi déchu comme Nat Chevalier. Très malin. Mais vous nagez dans des eaux bien trop profondes pour vous. Que voulez-vous, Gédéon? Demanda Élise, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour la garder stable. Je veux ce qui m'appartient, répondit-il. Le travail de votre père. C'était un homme brillant, mais un terrible homme d'affaires. Il voulait offrir son don au monde gratuitement. Noble, mais naïf. Ce genre de pouvoir doit être géré, contrôlé, pour le bien du marché. Je suis prêt à vous offrir une généreuse commission d'apport pour l'intégralité de ces recherches. 10 millions d'euros. Vous pouvez vous retirer, prendre soin de votre sœur et oublier que tout ceci est arrivé. Ce n'est pas à vendre, cracha Élise. Et ça n'a jamais été à vous. Gédéon gloussa, un son dépourvu de toute chaleur. Vous faites une erreur. Nat ne peut pas vous protéger. Son temps est révolu. Il est sentimental, lié par des idées démodées comme la loyauté et l'éthique. Pas moi. J'obtiendrai ces recherches, Élise, d'une manière ou d'une autre. Pensez à mon offre. C'est la dernière que vous recevrez. La ligne se coupa. Elle sortit en titubant du coffre-fort, cherchant de l'air. Nat la trouva quelques instants plus tard, le visage pâle. Elle lui raconta l'appel. La fureur froide revint dans ses yeux. Il a abattu ses cartes trop tôt, dit Nat, sa voix un grondement sourd. Il a confirmé qu'il n'a pas la théorie finale, et il a confirmé qu'il est prêt à franchir des limites. Moi non. Cela nous donne un avantage. Il pense que mon éthique est une faiblesse. Nous allons en faire notre force. L'incident galvanisa l'équipe. La menace n'était plus abstraite. Elle avait une voix. Leur paranoïa s'aiguisa en une détermination ciblée. Ils travaillèrent avec une énergie frénétique, désespérée, alimentés par le café et la conscience partagée qu'ils étaient sur le point de réaliser quelque chose de monumental. Le forage Prométhée commença à prendre forme. C'était une chose d'une beauté terrible, un cylindre élégant de 10 pieds de long en métal sombre et brillant, lacé de conduits et d'émetteurs. Il ne ressemblait pas à une foreuse. Il ressemblait à une arme d'un film de science-fiction. Alors qu'ils approchaient de la fin, le sabotage prit une tournure plus directe. Le réseau électrique de l'entrepôt fut frappé par une surtension massive, grillant plusieurs systèmes non essentiels. Leur système d'extinction d'incendie fut déclenché à distance, inondant une section de l'atelier. Aucun dommage majeur ne fut causé, mais le message était clair. Je peux vous atteindre. Je peux vous toucher. Ils étaient dans les dernières étapes de l'intégration du logiciel de contrôle lorsque Benoît, le programmeur, fit irruption dans le coffre-fort. « Patron, on a un problème », dit-il, le visage livide. Un gros problème. Je lançais un dernier diagnostic sur le firmware du module de contrôle. Il est propre. Mais j'ai trouvé un fantôme dans la machine. Ce n'est pas un malware. C'est une porte dérobée matérielle. Une bombe logique. Nat et Élise se précipitèrent à son poste. Benoît pointa une section de code. Elle est intégrée dans la puce du processeur principal. Elle est dormante. Elle aurait été totalement indétectable par n'importe quelle analyse logicielle. Elle est conçue pour s'activer lorsque le forage atteint une température et une pression opérationnelle spécifiques, les conditions exactes pour initier le point de cascade. Qu'est-ce qu'elle fait? Demanda Élise, son estomac se nouant. Elle contourne les protocoles de sécurité, expliqua Benoît. Tous. Au lieu de créer une réaction auto-entretenue contrôlée, elle ordonnerait au forage de décharger toute sa puissance en une seule rafale de plasma non contenu. Il surchargerait, vaporiserait le forage, le site de test, et tout dans un rayon d'1 kilomètre. Ce n'était pas du sabotage. C'était une bombe. Gédéon n'avait pas seulement essayé de voler leur travail ou de les ralentir. Il avait planté une graine qui, au moment de leur plus grand triomphe, transformerait leur création en une arme catastrophique, les tuant tous et enterrant le potentiel du projet pour toujours dans un cratère radioactif. Nat fixa l'écran, le visage sombre. Comment est-elle arrivée là? Nous nous sommes procuré cette puce auprès d'un sous-traitant militaire sécurisé à Grenoble. Benoît creusa plus profondément dans les registres de la chaîne d'approvisionnement. La puce faisait partie d'un lot. Elle a été expédiée de Grenoble à une plateforme logistique à Rungis avant de nous être réacheminée. Il fit une pause, ses doigts volant sur le clavier. Oh mon Dieu, la plateforme.
Elle est gérée par Apex Logistique. Gédéon ne les avait pas seulement attaqués de l'extérieur. Il avait empoisonné le puits depuis le tout début. Il avait anticipé leurs besoins, infiltré leur chaîne d'approvisionnement et planté une bombe à retardement au cœur même de leur machine. La course ne consistait plus à savoir qui pourrait le construire en premier. Il s'agissait de savoir qui survivrait à l'activation. Le site de test choisi était une étendue désolée et blanchie par le soleil de plateaux calcaires dans un coin reculé du Massif central, appartenant au ministère des Armées et prêté à Nat sous le couvert d'une étude géologique profonde. C'était à 150 km de la ville la plus proche, un endroit où le ciel était une immense coupe vide et où le silence n'était rompu que par le vent. C'était l'endroit parfait pour donner naissance à une étoile ou pour être effacé de l'existence. Ils avaient 48 heures. La découverte de la bombe logique avait changé toute l'équation. Ils ne pouvaient pas simplement remplacer la puce. Gédéon le saurait. Il surveillerait la chaîne d'approvisionnement. Il saurait qu'ils avaient trouvé son piège. Leur seule option était de retourner son arme contre lui. Il veut un spectacle, avait dit Nat, ses yeux brillant d'une lumière dangereuse. Il voudra voir son plan se dérouler. Il aura une équipe à proximité, prête à intervenir et à récupérer la technologie instable après le tragique accident. Leur nouveau plan était audacieux et d'un risque à couper le souffle. Benoît, en collaboration avec Élise, écrirait un morceau de contre-code, un patch qui ne supprimerait pas la bombe logique, mais la détournerait. Lorsque la porte dérobée de Gédéon s'activerait, leur patch prendrait le contrôle, redirigeant la surtension non pas vers une explosion catastrophique, mais vers une impulsion électromagnétique ciblée avec précision. Une impulsion assez forte pour griller chaque pièce d'équipement électronique non blindé dans un rayon de 5 km. Ce serait leur fusée de détresse et leur seule défense. Le convoi arriva sur le site de test à la faveur de l'obscurité. Un centre de commandement mobile, un camion générateur et le transporteur contenant le forage Prométhée. L'air était tendu. Chaque membre de l'équipe d'ingénieurs de 5 personnes connaissait les enjeux. Ils entraient dans un piège armé d'une prière et d'un brillant morceau de code. Élise ressentait un étrange sentiment de calme. Toute la peur et la paranoïa avaient été consumées, ne laissant qu'une concentration cristalline. C'était l'aboutissement de toute la vie de son père, de sa propre existence cachée. Elle regarda le forage reposant sur sa plateforme de lancement au-dessus du puits, un obélisque sombre vibrant d'énergie potentielle. C'était beau et terrifiant. Nat se tenait à côté d'elle, son regard balayant le paysage aride. Il avait sa propre équipe en place, un détachement de sécurité privée dirigé par un ancien opérateur du GIGN, caché dans les basses collines à quelques kilomètres de là. C'était leur police d'assurance. « Il est là-bas », dit Nat tranquillement. Ils regardent. À l'aube, ils commencèrent les derniers préparatifs. Le forage fut descendu dans le puits, ses capteurs renvoyant des données au centre de commandement. Les chiffres sur l'écran étaient hypnotiques. Profondeur, température, pression, tous grimpant régulièrement. Ils dépassèrent les profondeurs du forage conventionnel, entrant dans un domaine de la géologie que l'homme n'avait jamais touché. À l'intérieur du centre de commandement, l'atmosphère était électrique. Les doigts de Benoît planaient au-dessus de son clavier. Les autres ingénieurs surveillaient le flux de puissance et l'intégrité structurelle. « Nous approchons de la profondeur cible », annonça Élise, sa voix stable. La température et la pression sont dans les paramètres opérationnels pour l'initiation. Sur son écran, elle pouvait voir le modèle 3D de la roche souterraine, le point précis que son père avait calculé des décennies auparavant. Le point de cascade. Amener le cœur à pleine puissance, ordonna-t-elle. Le bourdonnement du camion générateur s'intensifia. Sur l'écran principal, un graphique montrant la puissance de sortie du forage grimpa en une courbe raide et spectaculaire. Les chiffres de température et de pression clignotèrent en rouge, atteignant le seuil pour lequel la bombe de Gédéon était conçue. « Ça arrive », dit Benoît, la voix tendue. « Je détecte un paquet d'instructions non autorisées. La bombe logique est active. Elle tente de contourner les régulateurs. » C'était le moment. Une vie de théorie, une année de travail frénétique, tout se résumait aux 10 prochaines secondes. Exécuter le patch, commanda Nat. Benoît appuya sur la touche. Pendant une seconde qui arrêta le cœur, rien ne se passa. Le graphique d'énergie grimpa en flèche, dépassant toutes les limites de sécurité. Une sirène d'alarme remplit le centre de commandement. Et puis, une nouvelle ligne de code clignota sur l'écran de Benoît, détournement terminé, redirection en cours. Dehors, un grondement profond et résonnant émana de la terre. Un son ressenti plus dans les os que dans les oreilles. Le sol vibra. Le forage Prométhée, au plus profond de la croûte terrestre, avait tiré, mais au lieu d'exploser, il avait déchaîné une vague d'énergie silencieuse et invisible. À 3 km de là,
Dans un campement de fortune caché dans une alcôve rocheuse, Gédéon Valois regardait une batterie de moniteurs avec un sourire triomphant. Il était entouré d'une équipe de mercenaires d'entreprise. Sur son écran principal, il vit les relevés d'énergie de son flux de données piratées exploser dans le chaos. « Le voilà », dit-il en levant une coupe de champagne. Une défaillance système tragique mais prévisible. Quel dommage. Messieurs, préparez-vous à intervenir. Nous avons un site à sécuriser. À cet instant précis, tous ces écrans devinrent noirs. Les lumières de leur campement vacillèrent et s'éteignirent. Le moteur de leur véhicule de communication tout sauta et se tut. Leur téléphone satellite était mort. Chaque pièce d'électronique avancée fut instantanément et complètement grillée. Ils furent plongés dans un silence soudain et primitif. Gédéon fixa les écrans morts, son sourire disparaissant. Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel? Avant que quiconque puisse répondre, le rugissement de moteur emplit l'air. 2 SUV noirs de type militaire dévalèrent la crête voisine, fonçant vers leur position. L'équipe de sécurité de Nat. De retour au centre de commandement d'Hélios, les alarmes s'étaient tues. Le graphique d'énergie s'était stabilisé en un plateau haut et constant de puissance immense. C'était une réaction contrôlée parfaite. « Nous avons la cascade », murmura Élise, des larmes montant à ses yeux alors qu'elle regardait le flux constant de données. Production d'énergie propre, stable, massive. Ça marche. L'équipe éclata de joie, un relâchement d'une tension insupportable. Nat attrapa une radio. « Marianne, vous m'entendez ?» La voix de son avocate, Marianne Lefebvre, arriva, nette et claire. 5 sur 5, Nat. Et l'officiel de la DGAC qui se tient à côté de moi aussi. Nous avons la confirmation que plusieurs aéronefs non immatriculés, vraisemblablement ceux de M. Valois, viennent de voir leur avionique tomber en panne et ont été contraints d'effectuer des atterrissages d'urgence. Nous avons également un charmant enregistrement de votre conversation entière avec lui, grâce au microphone directionnel que nous avions pointé sur son camp. Et plus important encore, nous avons un flux en direct montrant des hommes armés tentant d'approcher un site de test sensible du ministère des Armées. Je crois que le terme pour cela est échec et Nat s'autorisa un rare et large sourire. Il regarda Élise, dont le visage était illuminé par la lueur de l'écran, montrant le rêve de son père devenu réalité. La course n'était pas seulement gagnée. Elle était terminée. Les conséquences furent rapides et décisives. Confronté à des preuves accablantes, l'enregistrement de ces menaces, le témoignage des mercenaires capturés, l'analyse médico-légale de la bombe logique et la violation flagrante de l'espace aérien et du territoire national. Gédéon Valois et ses conspirateurs chez Apex Dynamics furent ensevelis sous une avalanche d'accusations. L'espionnage industriel était la moindre des choses. Il faisait face à des accusations de terrorisme intérieur. Le scandale éviscéra Apex Dynamics, son action s'effondrant à zéro du jour au lendemain. Le titan de l'entreprise fut abattu non pas par un rival, mais par son propre orgueil. Le monde, cependant, resta ignorant de la véritable nature de l'initiative Hélios. L'histoire officielle, soigneusement élaborée par Marianne Lefebvre et Nat, était que Chevalier Innovation avait déjoué une tentative de sabotage d'entreprise hostile sur un nouveau projet de capteur géologique classifié. La vérité était un secret bien trop précieux pour être révélé jusqu'à ce qu'il soit inattaquable. De retour à Lyon, l'entrepôt n'était plus une cachette clandestine, mais le siège officiel d'Hélios Dynamics, la start-up énergétique la plus excitante et la mieux financée de la planète. L'équipe squelette de 5 personnes devint une équipe de 50, puis de 100. Alors que Nat investissait ses ressources et sa réputation dans la construction de l'entreprise, Élise Dubois n'était plus une serveuse anonyme. Elle était une titan à part entière. Elle devint le visage public de la science, s'adressant à des symposiums à l'école polytechnique et à Centrale Supélec, non pas en tant qu'invitée, mais en tant que père qui avait fondamentalement changé la donne. Elle parlait avec une confiance tranquille qui captivait les auditoires, commençant toujours ses présentations par une photo de son père. C'était son rêve, disait-elle. J'ai juste aidé pour l'ingénierie. Elle vengeait son nom sur une scène mondiale. Nat trouva une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Il avait pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes de Chevalier Innovation, les confiant à un nouveau PDG loyal. Son attention était désormais entièrement tournée vers Hélios. Il n'était plus le magnate impitoyable. Il était à nouveau un bâtisseur, un mentor. Il se délectait des défis, de la résolution de problèmes, de la pure joie de créer quelque chose qui améliorerait véritablement le monde. Lui et Élise avaient forgé un partenariat fondé non pas sur des contrats, mais sur des fondations d'épreuves du feu partagé et de profond respect mutuel. Leurs séances de stratégie tard dans la nuit passaient souvent de la discussion sur la thermodynamique à celle sur l'art, la musique et l'avenir, une intimité confortable grandissant entre eux. Un après-midi d'automne frais,
Nat trouva Élise debout sur la terrasse d'observation de la nouvelle tour Hélios, qui avait été construite non loin du site de l'ancien relais bleu. Elle regardait la ville, son expression pensive. « Il y a un an, dit-elle sans se retourner, j'étais là-bas, en bas, à me demander si j'allais gagner assez de pourboire pour couvrir le ticket modérateur des médicaments de Sophie. » Elle se tourna vers lui, un petit sourire sincère sur son visage. Sophie, grâce au nouveau traitement, était maintenant en rémission, fréquentant une école spécialisée, son avenir radieux. « Vous avez tout changé, Nat. »« Non, dit-il en se tenant à côté d'elle. Nous avons tout changé. Vous aviez une carte vers l'avenir. J'avais juste la voiture et l'essence pour nous y emmener. » Il fit un geste vers la ville. « Dans 5 ans, un tiers de l'électricité de cette ville proviendra de la centrale Héliosin dans le Massif central. Dans 10 ans, nous aurons des centrales partout dans le monde. Fini les émissions. Fini les guerres pour le pétrole. C'est l'héritage de votre père. C'est votre génie. » Elle hocha simplement la tête, le poids de cette vérité reposant désormais confortablement sur ses épaules. Ce n'était plus un fardeau, mais un manteau qu'elle portait avec grâce. Le voyage avait commencé dans l'obscurité et la pluie, avec un gribouillage désespéré sur une serviette en papier bon marché. Il avait été forgé dans le secret et le sabotage, et testé dans le feu créé par un ennemi. Mais maintenant, alors qu'il regardait l'horizon, l'avenir était aussi propre, aussi puissant et aussi illimité que l'énergie qu'ils avaient libérée du cœur de la Terre. C'était une nouvelle aube, et c'était eux qui l'avaient construite. Ce seul moment dans un bistrot lugubre, une rencontre fortuite entre un milliardaire brisé et une serveuse brillante, n'a pas seulement créé une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Il a déclenché une chaîne d'événements qui pourrait redéfinir notre monde. C'est un puissant rappel que le génie n'est pas confiné aux salles de conseil et aux laboratoires des grandes écoles. Parfois, il se cache à la vue de tous, griffonné sur une serviette, attendant que quelqu'un avec la vision nécessaire en perçoive la véritable valeur. L'histoire d'Élise est une histoire de vengeance et d'héritage, tandis que celle de Nat est une histoire de rédemption et de but. Leur parcours nous montre que les plus grandes innovations naissent souvent des partenariats les plus inattendus, et que même face à la trahison et au sabotage, une idée véritablement révolutionnaire, alimentée par le courage et la confiance, peut triompher. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable voyage de Nat et Élise? La chute de Gédéon était-elle satisfaisante? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de génie caché et de drame à haut risque, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager avec quelqu'un qui aime les belles histoires, et assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu.